Nickel. Bon, alors bonsoir à tous. Merci du coup d'être avec nous ce soir-là pour un un webinaire, pardon. Je m'emballe. Un webinaire autour de la retraite et surtout de comment la préparer de manière responsable. Je suis avec Olivier qui va du coup se présenter et moi également. Alors du coup, je remets les petites consignes pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Pensez à bien couper vos micros et vous avez en bas à droite du coup un chat pour poser toutes vos questions. On prendra le temps du coup à la fin pour y répondre. Petit tour de table de présentation. Olivier, je te laisse commencer peut-être. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à préparer votre retraite de façon responsable, ou en tout cas de vous renseigner. Donc moi, je suis le dirigeant et fondateur de Caravel. Caravel qui se présente comme une complémentaire retraite simple et éthique, au sens où, en fait, j'ai eu la problématique, à titre personnel, de vouloir préparer ma retraite et de ne pas trouver d'interlocuteurs qui comprennent ma situation et combien je devrais cotiser, combien ça représenterait demain. Donc après travailler un peu le secteur, on a décidé de se lancer et de proposer une solution simple et qui réponde aux nouveaux enjeux de notre génération, qui sont de devoir se préparer et de le faire de façon climatiquement responsable. Voilà. Merci Olivier. Et du coup, de mon côté, moi, Gaël Berthélévé, moi je suis fondateur de la newsletter qui s'appelle Épinard, qui justement vise à décrypter les investissements responsables. Moi, je parle pas spécialement de retraite, je parle plus d'investissement responsable, et du coup, c'est l'occasion aujourd'hui. Je serai en retraite dans quelques dizaines d'années, et j'espère dans un monde un peu sur une trajectoire climatique meilleure que celle dont il est aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de regarder ça et de voir comment est-ce que notre argent justement peut avoir un impact là-dessus. Allez, on se lance. Alors après cette courte introduction, on va regarder un peu là les différents systèmes de retraite qui existent, que ce soit par répartition ou capitalisation. Je vais vous donner un peu quelques définitions rapides pour que vous ayez bien en tête les sujets. Après, on fera un petit zoom avec Olivier là sur le système français et puis l'impact de la dernière réforme. Et puis surtout, on prendra pas mal de temps pour regarder justement comment s'y préparer à cette retraite et comment s'y préparer de manière responsable, qui est un peu le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et puis, comme je le disais, hein, du coup, on prendra en fin de séance, là, 15-20 minutes au moins, pour répondre à vos différentes questions, interrogations. Donc, n'hésitez pas, allez-y dans le chat, c'est fait pour ça, en bas à droite. Allez, on commence, répartition, capitalisation. Alors, du coup, là-dessus, hop, c'est bon. Euh, moi, j'ai juste quelques définitions à vous donner, puis après, je vous parlerai un peu de où est-ce qu'on retrouve ces différents systèmes, et puis surtout, quelles sont leurs limites. Et Olivier, je te laisse compléter si jamais tu as t'as des informations à rajouter. En gros, si je donne une définition du système de répartition, c'est que vous connaissez sûrement, c'est le système français. Ici, vous avez du coup une population de personnes actives qui sont salariées ou indépendants qui cotisent du coup pour payer les pensions de retraite de la population qui est la retraitée. Donc, il y a un flux direct entre la population active et la population retraitée, contrairement au système du coup par capitalisation, qui est l'autre, où là, vous avez du coup la population active qui cotise également, mais qui cotise pour se créer un capital dont elle pourra se servir pour financer ses vieux jours, sa retraite. Donc là, il n'y a pas un flux direct, c'est chaque personne qui cotise pour sa retraite propre. Alors, ces deux systèmes, donc répartition, il est très utilisé en Europe principalement. Vous avez, voilà, par exemple, les grands pays qui l'utilisent sont la France, l'Espagne, l'Italie. Et capitalisation, on pense souvent aux pays un peu britanniques, donc USA, Canada, Royaume-Uni. Et ils sont souvent mis en opposition, c'est le système à répartition-capitalisation, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays où en fait les deux cohabitent. Typiquement aux États-Unis et au Royaume-Uni, les deux cohabitent. Vous avez une partie du système de retraite qui est sous format répartition et une partie qui est sous format capitalisation. Pourquoi du coup les différents pays font, enfin il y a plusieurs pays qui font cohabiter ces deux systèmes de retraite parce qu'ils ont chacun en fait leurs limites. Euh, la limite du système par répartition, c'est celui qu'on a connu justement avec les débats de la dernière réforme, hein, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre la population d'actifs et la population de retraités. Typiquement en Europe, avec une tendance démographique plutôt au vieillissement, il y a besoin de rééquilibrer ce système pour que les cotisations des actifs financent les retraites de la population du coup qui n'est plus. C'est cette principale limite. Côté capitalisation,
La limite, c'est que du coup, comme je l'ai dit, capitalisation, donc la population active cotise et se crée un capital en préparation de ces 2 jours, mais du coup, ce capital est légèrement investi, placé, et donc il fait face à des risques financiers. On l'a vu lors de la dernière grande crise financière en 2008-2009, en fait, les fonds de pension au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui étaient très exposés aux actions, ont vu leur capitalisation baisser rapidement de moins 30 jusqu'à moins 50% pour certains. Et donc, les retraités qui voulaient prendre leur retraite, ou les pré-retraités en 2009-2010, ont vu le capital qu'ils avaient prévu pour leur retraite baisser de la même manière. Et donc, plus vous approchez de la retraite dans un système par capitalisation, moins vous avez de marge de manœuvre pour vous protéger. Et de la même manière, vous êtes aussi très sensible à l'inflation. On en parlait très peu ces 15 dernières années parce qu'il y avait quasiment plus d'inflation. Maintenant, on revient de manière un peu plus importante en Europe. Et donc, typiquement, l'inflation, comment ça se passe? Comme vous avez créé un capital, vous avez prévu une rente. Et une fois que vous êtes en retraite, vous avez peu de moyens de vous reconstituer cette rente. Donc, en fait, cette rente, elle est toujours à peu près identique. Et si vous avez de l'inflation, en fait, de facto, votre rente restant identique, chose égale par ailleurs, eh bien, vous perdez en pouvoir d'achat. Et donc, c'est pour ça que suite à différentes crises financières, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en place une partie par répartition, compléter le système par capitalisation qu'ils avaient avant. Voilà un peu pour les grandes définitions de ces 2 systèmes. Olivier, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Juste oui, pour préciser, dans le système français, dans le système par répartition, le système de retraite global, il y a 3 piliers. Ah bah, on y vient, parfait. J'ai anticipé. On y vient parce qu'il y a le système obligatoire par répartition tel qu'on le connaît, et il y a le système supplémentaire qui est par les complémentaires retraites, qui est par points, par capitalisation et qui existait déjà. Et ensuite, il y a le système facultatif, qui est celui que Caravel propose. Et les 3, c'est une fine pondération des 3 qui fait qu'on aura une meilleure retraite. Et il est hyper important de défendre le système par répartition et le système des complémentaires pour arriver vers un mode dans lequel on est serein et sain. Une des choses qui était pointée du doigt par le gouvernement était le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, où il y avait 4 actifs pour un retraité en 70 et il y en a 1,7 pour un retraité en 2023. Ça va se stabiliser dans les années à venir. Et donc, évidemment, ça pose des questions sur comment est-ce qu'on cotise et comment est-ce qu'on touchera à la retraite. Le gouvernement voulait justement défendre un petit peu le maintien des pensions des retraités face à l'inflation. Et la question, c'est quel est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Donc, quel est le salaire que je vais toucher à la retraite par l'État français par rapport à mon dernier salaire connu. Et donc, c'est un petit peu le grand chantier qui est d'essayer de maintenir le niveau de revenus touchés grâce à des systèmes palliatifs qui sont le retraite par répartition, la retraite par capitalisation et les systèmes comme Caravel. Voilà, c'était juste la petite précision. Je ne sais pas si tu peux revenir, Gaël, dessus. Très clair. Non, merci, Olivier. Du coup, peut-être pour continuer un peu sur ce système de retraite français dont on a beaucoup parlé dernièrement dans l'actualité, est-ce qu'on peut peut-être donner un peu un état de lieu où est-ce qu'on en est de l'âge légal, l'âge, c'est quoi les différentes définitions un peu qu'il faut avoir en tête justement dans le système français, donc l'âge légal, durée de cotisation, âge de taux plein, et puis les conséquences sur ces éléments-là de la dernière réforme. Je ne sais pas si tu as quelques informations un peu pour nous faire une synthèse un peu de là où on en est. Oui, bien sûr. Alors pour préciser, donc, on cotise à la retraite à partir du moment où on perçoit un revenu lié au travail. Donc qu'on soit indépendant ou salarié, et dès notre premier emploi. C'est important de le rappeler, notamment pour les indépendants qui peuvent être là ce soir. Si vous touchez un revenu lié à votre travail en dehors de dividendes, vous cotisez, même si c'est faible, même en tant que micro-entrepreneur, etc. Les taux de cotisation varient, et ça, c'est très dédié à chaque catégorie, mais au moins, c'est un point commun à tous.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à travailler, si on a commencé à travailler très tôt, on a le dispositif de carrière longue, mais on ne va pas revenir dans ce détail-là. Mais dès que vous commencez à travailler, vous enclenchez un système de points de points par répartition qui vous amène à un âge légal à la retraite qui a changé donc récemment ou qui va, à partir de septembre 2023, changer pour les générations nées après 1973. Puisque l'âge légal sera du coup à 64 ans. Donc c'est l'âge auquel on aura le droit de partir à la retraite, de faire une demande de retraite, sous condition d'avoir cotisé 172 trimestres, donc 43 ans. Et donc ça, c'est en dehors des spécificités et des métiers qui peuvent donner des bonus, si on peut appeler ça comme ça. Et donc c'est le principal changement. Ce qui fait que cet âge légal-là a été reporté 2 ans. Bon, je pense qu'on est tous un petit peu au courant de ça. Et pour le moment, et là, ça a impacté plutôt Caravelle et les produits, l'âge de déblocage des produits type PER pour la retraite est encore lié à 62 ans. Donc, on pourrait débloquer potentiellement son PER aujourd'hui plus tôt que son âge légal à la retraite, même si je pense qu'il va y avoir un réajustement à un moment donné. Donc ça, sur l'âge légal et la durée de cotisation. Après, pour ceux qui sont nés avant 73, c'est un petit peu moins de trimestres que ceux nés après 73, et ça dépend vraiment de votre année, donc on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et c'est c'est la principale conséquence sur la réforme qui est en cours d'implémentation, c'est sur cet âge de départ et sur le taux plein. Ce qu'on appelle le taux plein, d'ailleurs, c'est le montant maximum qu'on pourra toucher à la retraite, en sachant que on pourra toucher 50% de son revenu maximum. C'est-à-dire que la retraite par répartition classique se calcule sur vos 25 meilleures années. Donc on prend vos revenus annuels de toutes vos années de travail, on prend les 25 meilleurs, donc celles que vous avez touché le plus, et on ira prendre en cotisation 50% maximum de ce revenu-là. Et sachant que ce maximum de revenu-là est capé à 1 614 euros. Donc même si vous avez gagné 10 000 euros pendant 25 ans, vous ne pourrez pas aller récupérer dans le système de répartition français plus de 1 614 euros. Ce 1 614 euros-là paraît un peu faible, notamment pour les gros revenus, et c'est pour ça que le taux de remplacement est plus faible quand on a eu des gros salaires. C'est-à-dire que si on a eu des petits salaires, on va partir à la retraite avec un delta entre son dernier salaire et sa pension retraite qui est moins fort que si on a eu un gros salaire. Souvent, ce delta-là est compensé par le système par points, donc les systèmes de retraite complémentaires, qui là sont vraiment dépendants du nombre de points que vous avez réussi à cotiser, en sachant qu'à peu près aujourd'hui en 2023, dès que vous gagnez 17 euros de revenus, vous cotisez 1 point, et ce point à la retraite sera valorisé à peu près 1 euro. Alors, c'est dans les grandes lignes, mais c'est à peu près ça. Ce qui donne un calcul très simple, hein, et donc nous, on a un simulateur qui vous permettra de calculer exactement et de vous projeter, mais c'est à peu près ce ratio-là. Et donc, c'est le cumul des 1 614 euros maximum plus les points que vous avez effectués qui vous permettent d'avoir votre pension retraite que vous pouvez toucher à partir du moment où vous déclarez votre départ en retraite. Et c'est vraiment quelque chose de déclaratif. C'est une demande que vous faites à l'administration pour pouvoir partir à la retraite. Voilà, je ne sais pas si ça répond à... Ah, si, merci, merci Olivier. Alors ça, du coup, c'est sur la partie cotisation. Et puis, du coup, il y a peut-être le volet suivant et qui va nous intéresser un peu aujourd'hui, c'est une fois qu'on a cotisé, il nous reste potentiellement un peu d'épargne de côté. Et là, on se dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas justement préparer un peu plus sa retraite, un peu mieux sa retraite et anticiper tout ça. Et à ce moment-là, c'est là que je passe à la partie suivante, comment préparer sa retraite de manière responsable. Alors, je vais peut-être faire un petit speech, mais sur la partie comment préparer sa retraite, et puis après, on pourra aller sur la partie de manière responsable, si tu veux, Olivier. En fait, sur la préparation de la retraite, je vais vous donner quelques bons conseils. Alors, c'est des règles assez classiques en investissement, hein, mais quand on se prépare sa retraite, il y a un peu 5 règles à avoir en tête. La première, c'est de commencer tôt. Parce que plus on commence tôt, plus on va pouvoir bénéficier des intérêts composés.
Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, les intérêts composés, c'est vous placez votre argent, l'année 1, vous avez des intérêts, et puis l'année 2, du coup, ces intérêts vous rapportent aussi de nouveau des intérêts, etc., etc. Et cumulé sur une longue période de temps, en fait, ça peut être très intéressant. Et puis également, plus on commence tôt, plus on peut potentiellement faire des opérations un peu plus complexes, un peu plus larges. Typiquement, je pense à emprunter, parce que lorsqu'on approche de la retraite, si vous décidez de préparer votre retraite, par exemple 5 ans avant, potentiellement, ça sera plus compliqué pour vous d'emprunter, ou en tout cas, c'est pas sur les mêmes montants. Donc, première règle, commencez tôt. Deuxième règle, pensez à évaluer ses besoins. Alors, c'est un exercice qui est toujours très compliqué quand on veut investir ou pour n'importe quel projet, d'essayer de se projeter sur de combien est-ce qu'on aura besoin. Combien est-ce qu'on aura besoin à la retraite. Une bonne manière de le faire peut être justement sur le fameux taux de remplacement. C'est-à-dire, voilà, on sait qu'on a un salaire aujourd'hui de temps, on sait que demain, on aura du coup une pension qui sera 50% de ce salaire, et bien on vise un complément de retraite justement de 50% pour garantir un peu son niveau de salaire, son niveau de revenu. Donc ça, c'est la première étape. Ça peut être voilà une première, une deuxième règle, du coup, bien évaluer ses besoins au moment de la retraite, c'est de planifier ça. Et puis du coup, la troisième règle, c'est de planifier ses investissements et son plan d'épargne. À la fois planifier l'épargne, combien on doit épargner mensuellement, et puis sur quoi est-ce qu'on va l'investir sur les 15, 20, 30 ou 35 ans, donc on a devant nous. Ça dépend combien de temps vous avez devant vous. Et là-dessus, sur les placements que vous pouvez faire, la quatrième règle qu'on peut citer, c'est diversifier vos placements. Typiquement, l'exemple que je citais quand je parlais du système par capitalisation, vous avez des Américains qui ont perdu 50% de leur capital retraite parce qu'ils étaient très exposés au marché des actions. C'est pas une règle de bonne gestion, une règle saine de bonne gestion. Il vaut mieux diversifier à la fois en termes de type de placement, que ce soit voilà, des actions, des obligations, des actions non cotées, que ce soit de l'immobilier, en secteur d'activité aussi. Voilà, il ne faut pas se concentrer sur un seul type d'activité, que ce soit voilà, les banques, les énergies renouvelables, dont je parle beaucoup dans la newsletter, voilà, ce genre de choses. Essayer de varier au maximum pour éviter les effets d'une crise potentielle juste avant l'échéance de votre retraite. Et la dernière bonne règle de gestion là-dessus, c'est réévaluer régulièrement. Si vous faites un plan sur 15-20 ans, vous imaginez bien qu'il va s'en passer des choses. Si on regarde là sur les 4-5 dernières années, on a eu 3-4 crises différentes, une crise sanitaire, une crise énergétique. Maintenant, on a une crise financière ou en tout cas économique qui commence à arriver avec le relèvement des taux de la des banques centrales et l'inflation. Donc, le contexte économique varie beaucoup. Donc, pensez à voilà, réajuster entre guillemets votre plan d'investissement et votre plan d'épargne en fonction de ça. Donc, le cinquième règle, c'est réévaluer régulièrement son plan d'investissement. Ça, c'est pour la partie un peu comment préparer sa retraite. Et donc, c'est applicable qu'on veuille le faire de manière responsable ou pas. Et donc, si on veut le faire de manière responsable, et là, on va parler un peu plus de produits. Alors moi, j'évoque pas mal de placements différents dans ma newsletter, et je pense qu'ils peuvent tous être utilisés pour préparer sa retraite. La question est par contre de savoir bien gérer son risque et d'être capable du coup d'adapter son risque en fonction des échéances de temps qu'on a. Par exemple, si on se projette sur 15 ans, et bien on peut très bien se dire que les 5 premières années, on est plutôt volontaire d'un point de vue risque. On va aller chercher du risque pour justement obtenir plus de rendement. Et puis, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'échéance de la retraite, à ce moment-là, on va essayer de tendre vers plutôt des placements moins risqués pour justement protéger le capital qu'on a réussi à acquérir. Donc, du coup, en termes de placement, on peut imaginer pas mal de choses. On peut imaginer voilà, de l'immobilier, j'en ai parlé. On peut imaginer des foncières agricoles, des foncières solidaires. On peut imaginer des actions. On peut imaginer du financement participatif, etc., etc. Toujours en ayant, par contre, cette notion de bien maîtriser son risque. Et après, alors, il y a des placements qui sont plus ou moins bien adaptés aussi, des enveloppes, pardon, pas des placements, des enveloppes dans lesquelles on va venir mettre des sous-jacents qui sont plus ou moins bien adaptés. Et typiquement, là, Olivier, je vais peut-être te laisser présenter un peu le PER, qui est le placement, le plan d'épargne retraite. Donc, du coup, c'est typiquement celui qui a le plus d'atouts, peut-être. Je te laisse en dire quelques mots sur les avantages et inconvénients peut-être du PER. Ouais, avec plaisir. Et je me permets également de compléter Vas-y.
sur le comment préparer sa retraite, il y a deux éléments, nous, clés, sur lesquels on argumente beaucoup auprès de nos clients. Le premier, c'est vaut mieux investir des petits montants régulièrement plutôt qu'un gros montant à un moment donné, que ce soit jeune ou pas jeune, hein, pratiquer ce qu'on appelle en anglais le dollar cost average, ou alors en français le lissage des investissements. Ça permet vraiment de se prémunir du risque, et surtout ça intègre mieux dans une gestion de son budget. Et le deuxième point, c'est la retraite, c'est hyper important de s'y préparer, mais il faut d'abord anticiper ses autres projets de vie. Et donc souvent, ce qu'on conseille à nos clients, c'est déjà évaluer votre épargne de précaution, évaluer les 2-3 autres grands projets d'investissement qui peuvent advenir sur les 5 à 10 prochaines années, hein, comme l'achat d'une résidence principale, qui fait partie d'ailleurs, hein, de la préparation de la retraite aussi. Mais les études des enfants ou l'achat d'un véhicule ou d'autres types de grosses dépenses qu'on doit devoir prévoir. Et une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment planifier sa retraite également. On est complètement aligné avec Gaël sur cette partie de diversification, et c'est la raison pour laquelle il faut diversifier vraiment son produit. Et je pense que c'est une erreur assez commune qu'on identifie, c'est que les gens se disent je vais investir dans une assurance vie, dans un PER et dans un PEA, comme ça c'est diversifié. Sauf que voilà, cette confusion entre placement et enveloppe, elle est assez commune en France. Et donc, du coup, il faut vraiment faire attention des placements au sein des enveloppes pour voir si on est vraiment diversifié. Et donc, une diversification en termes de type de support, de zone géographique, de secteur d'activité, etc., qui est assez importante à avoir. Et donc, c'est ce qu'on essaie de construire. Et donc, Caravelle, nous, pour préparer la retraite de nos clients, on a choisi le PER. Alors, on aurait pu faire de l'assurance vie, on aurait pu faire du PEA, on aurait pu faire plein d'enveloppes de ce type-là, et peut-être qu'on sera amené à en faire plus tard, hein, on ne sait pas. Mais le PEA, pour nous, c'était une très bonne alternative parce que donc c'est une enveloppe fiscale française qui est ouverte à tout Français, et il peut cotiser, contribuer, je fais les anglicismes, donc cotiser de façon complètement facultative et volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre de côté le montant qu'on souhaite, quand on le souhaite, sans engagement, pour pouvoir préparer sa retraite quand on le peut, pour le faire. Cet argent-là qu'on met de côté, qu'on investit dans un PER, il fonctionne de la même façon qu'une assurance vie. Donc, c'est-à-dire que c'est un contrat de groupe qui est donc l'argent est déposé et conservé par l'assureur, et c'est un assureur qui va investir l'argent sur les différents supports, différents placements que vous avez ou qu'on a sélectionnés pour vous. Ces placements vont faire des petits, donc vont essayer de générer des intérêts, avec une prise de risque plus ou moins forte en fonction de votre appétence et de votre ambition, avec toujours la logique de plus on est éloigné de la retraite, plus on peut aller se permettre d'avoir des placements volatiles pour chercher de la performance, ou plus on se rapproche de la retraite, plus on va venir sur des supports sécurisés ou sécurisants, voire à capital garanti, pour être sûr que quand on arrive à 62 ou 64 ans, ça ne passe pas comme les Américains, et on est bien notre capital et notre rente qui soit maintenu. Le PER a deux particularités. La première particularité, c'est que l'argent est bloqué. Bloqué du moment où vous l'investissez jusqu'à votre départ en retraite. Alors, il existe des conditions de déblocage anticipées, soit pour acheter votre résidence principale, soit dans nous, ce qu'on considère comme des accidents de la vie. Donc, si vous êtes en surendettement, si vous avez un accident physique, si votre entreprise fait faillite, si vous avez un accident de la vie autrement. Donc, ce n'est pas des cas dans lesquels on va vous recommander de sortir, ou alors on ne vous le souhaite pas. La contrepartie de ce blocage de l'épargne, c'est qu'il y a un avantage fiscal, enfin un bénéfice fiscal immédiat sur les versements, puisqu'en fait, tous les versements que vous effectuez sur un PER peuvent venir en déduction de votre revenu imposable. Votre revenu imposable, si vous investissez en tant que particulier, si vous êtes un indépendant, vous pouvez souscrire en tant que professionnel, et ça viendra en réduction de votre bénéfice imposable de la société. Donc ça, on pourrait revenir et nous conseiller pour vous accompagner si besoin. Ça peut être assez significatif, puisque cette déduction
d'impôt est équivalente à peu près à votre tranche marginale d'imposition. Donc, sans rentrer trop dans la technique, on va dire que si votre foyer fiscal gagne entre 27 000 et 73 000 euros, vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, ce qui veut dire que vous ferez 30% d'économie d'impôt sur les montants versés. Je prends un exemple. Mon foyer fiscal gagne 45 000 euros et je place 1 000 euros sur mon PER. Donc, je vais faire 300 euros d'économie d'impôt. Pourquoi? Parce que c'est 30% de 1 000 euros. Si jamais je plaçais 2 000 euros, bah, je ferais 600 euros d'économie d'impôt, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un avantage intéressant, mais ce n'est pas le premier pour lequel on a nous, choisi le PER. C'est parce qu'il permettait justement d'aller chercher cette diversification et cet accompagnement tout au long de la retraite. Et ce côté bloqué, c'est un vrai avantage pour nous, puisqu'en fait, c'est comme une assurance retraite un petit peu. Donc, on va venir cotiser, et ce n'est pas de l'argent sur lequel on va aller piocher. C'est de l'argent qui sera disponible que pour notre retraite. Ça sert qu'à ça. Et donc, oui, on ne va pas y mettre tout notre argent dessus, mais si on le fait de façon ajustée et pertinente, eh ben, c'est le très bon placement parce que ça permet d'aller chercher de la performance sur des types de placements qui sont à long terme. Et donc, on peut prendre un petit peu plus de risques, on peut aller sur des choses sur lesquelles on ne va pas forcément aller dans un contrat PEA ou assurance vie, on va dans une logique beaucoup plus court terme. Et donc, vu que notre logique, c'est de garantir une meilleure retraite à tous dans un monde durable, donc je vais revenir dans un monde durable, mais une meilleure retraite, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de maximiser l'investissement que vous faites pour booster soit votre rente, soit votre sortie en capital le jour à la retraite. Pour le déblocage de l'argent à la retraite, il y a deux possibilités. Soit on peut sortir en rente, donc c'est-à-dire que vous avez 100 000 euros à 62 ans sur votre PER, donc soit vous décidez de débloquer les 100 000 euros d'un seul coup, soit vous dites, en fait, je n'ai pas besoin des 100 000 euros tout de suite, je préfère avoir 600 euros qui tombent tous les mois jusqu'à la fin, et donc vous choisissez une sortie en rente. Vous pouvez faire aussi un mix des deux, donc un déblocage partiel, donc débloquer 10 000 euros tout de suite, puis ensuite 20 000 euros dans 5 ans, et ainsi de suite. Le PER a l'avantage fiscal aussi par rapport à la transmission à la fiscalité, puisque si jamais vous êtes amené à décéder, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, l'ensemble de votre capital et des intérêts composés générés sera transmis aux bénéficiaires que vous aurez déclarés, ce qui dans une hauteur de 152 000 euros, et ce qui ne sera pas imposable à la succession. Donc, c'est aussi un très bon moyen de transmission pour ses enfants ou pour le bénéficiaire qu'on souhaite. Voilà un petit peu dans les grandes lignes sur le PER. Donc, un produit d'investissement qui a un avantage fiscal immédiat sur lequel on peut aller à la sortie. Donc, je vois la question en même temps, qui est la fiscalité à la capital. Alors, la fiscalité à la sortie du capital, elle dépend évidemment si on a choisi l'option fiscale à l'entrée. Si on a choisi l'option fiscale à l'entrée, on sera imposé à la sortie. Et inversement, si on a choisi de ne pas bénéficier de l'avantage fiscal à l'entrée, on bénéficiera d'un avantage fiscal à la sortie. À la sortie, imaginons qu'on ait choisi l'avantage fiscal à l'entrée. À la sortie, il va y avoir deux alternatives. Si on sort en capital, donc c'est-à-dire qu'on débloque la totalité de son épargne, le montant qu'on aura versé sur le PER va être réintroduit, ajouté à notre revenu imposable de l'année de la sortie. Donc imagine qu'en 2051, je prends ma retraite, j'ai placé tout au long de ma carrière 25 000 euros sur mon PER, et ces 25 000 euros ont généré 10 000 euros d'intérêt. Alors, quand je pars à la retraite, ces 25 000 euros vont être comme si j'aurais 25 000 euros de revenus imposables en 2051. Et les 10 000 euros d'intérêt vont être adossés à la flat tax classique de 30% à ce moment-là. Il y a une stratégie de sortie si on sort en capital, et donc ça, on accompagne nos clients là-dessus pour justement éviter de se prendre la totalité du choc fiscal, si on peut dire, quand on débloque sa retraite. Et si on sort en rente, il y a une application à la CSG, donc les pensions, les rentes viagères qu'on perçoit mensuellement sont assujetties à la CSG, donc 8%, plus sont perçues comme un revenu. Donc, c'est comme si vous serez imposé au revenu imposable, comme aujourd'hui. Nous, le conseil qu'on fait à nos clients, c'est de bénéficier de l'avantage fiscal à l'heure actuelle, parce que dans 20 ou 30 ans ou 15 ans, en fonction de l'âge qu'ils ont, on aura une autre stratégie
fiscal qui sera associé et sur lequel on pourra apporter un élément de réponse assez clair. Que ce soit dans la division, la partialisation du déblocage, que ce soit dans le choix de la rente, que ce soit dans est-ce qu'on a besoin de retirer tout de suite son PER ou pas. Donc, il y a beaucoup d'alternatives et de solutions envisagées à ce moment-là. Sachant, je rebondis comme tu disais, Olivier, tout à l'heure, au moment où on passe à la retraite, en fait, les revenus, dans la plupart du temps, baissent. C'est-à-dire que la pension qu'on perçoit est largement, pour certains en tout cas, pour les plus hauts revenus, largement inférieure à ce qu'ils avaient auparavant. Exactement. Okay. Et donc, entre-temps, ce qui est hyper intéressant, et c'est très similaire à l'assurance vie, l'ensemble des plus-values qu'on va réaliser sur les placements sont pas imposées. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller, et c'est ce que Caravel propose, sur un ensemble de supports d'investissement assez variés, avec des ETF, des actions, des obligations, des fonds, de l'immobilier, du private equity, donc d'investissement dans les entreprises en direct ou autre point, et sur des niveaux aussi de diversification en termes de taille d'entreprise, secteur d'activité, qui est hyper diversifié. Et c'est sur ces placements-là qu'on va venir définir un critère responsable ou pas. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui sur lequel on s'appuie, nous, avec Caravel, c'est essayer de flécher l'épargne de nos clients sur des projets qui participent et qui contribuent à la création d'un monde dans lequel on aura envie de vivre demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en fait, dans 30 ans, on prend notre retraite, qu'on a des milliers d'euros qui tombent, mais qu'il n'y a pas un monde dans lequel on a envie de vivre, c'est un petit peu dommage. Donc, tout notre enjeu, c'est de flécher cette épargne-là pour le faire. Et il y a des études anglaises qui l'ont montré, hein, c'est parfois décrier ce chiffre ou la façon de le présenter, mais flécher les retraites vers des projets durables et responsables a 21 fois plus d'impact que d'arrêter de prendre l'avion et devenir végétarien. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter les petits gestes et les éco-gestes au quotidien, il faut continuer de le faire, mais faire ce fléchage-là a une importance hyper importante également, et donc il ne faut pas l'omettre, et souvent on ne sait pas trop, et on ne regarde pas trop là où l'argent est investi. Il y a une vraie opacité du monde financier sur là où est géré et investi l'argent, et donc il faut pouvoir se réapproprier le sujet, prendre la main et regarder, ok, j'ai investi dans ça, qu'est-ce que ça représente, et ainsi de suite. Et j'ai vu qu'il y avait une question. Ouais, si tu veux, juste pour continuer, le temps que tu lises la question sur la partie justement responsable, pour le coup, j'ai regardé là, les différents plans que vous proposez côté Caravel, et il y a notamment un plan qui est investi 100% en fonds labellisé Greenfin. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, le label Greenfin, c'est le seul label, on va dire, qui est basé 100% sur un critère environnemental en France, donc qui exclut les énergies fossiles, qui exclut également la filière nucléaire, mais ça, c'est un autre débat, et qui exclut, et qui du coup oblige les fonds à investir dans 8 éco-activités qui sont définies et précisées avec des critères très clairs. Mais juste pour les nommer, il y a transport bas carbone, énergie renouvelable. Je me semble qu'il y a un élément, c'est les bâtiments basse conso, etc., etc. Je ne connais pas les 8. Effectivement, ouais, Greenfin, c'est le label qui est utilisé. Vas-y, Olivier, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire la Ouais, question. J'ai eu le temps de la lire. J'ai un petit problème d'affichage. Alors, si on décède la première année de rente, et ça dépend l'âge à laquelle vous percevez cette rente. Si vous décédez avant les 70 ans, c'est l'ensemble de votre PER et de ce que vous aviez sur votre PER sera transmis sans fiscalité à votre descendant jusqu'à 152 000 euros. Et à l'inverse, si vous décédez après 70 ans, il n'y aura pas de transmission parce que si vous avez débloqué avant, ce sera considéré comme une perte sèche pour vous. C'est pour ça qu'il y a une vraie stratégie à avoir sur le choix de la sortie le jour où on part à la retraite. À la fois d'un point de vue fiscal, d'un point de vue financier, d'un point de vue global. Et il y avait une autre question juste avant, je ne sais pas si tu as pu la voir, c'était y a-t-il un minimum de placement au départ pour ouvrir un PER? Alors c'est très relatif au fournisseur du PER que vous sélectionnez. Ça va à peu près de 150 euros à 1500 euros, je crois, en France, minimum de placement. Chez nous, pour l'instant, chez Caravel, c'est 500 euros. C'était 100 euros sur la fin d'année dernière et on se bat avec notre assureur pour replacer ça
sur les 100 euros qui est aligné avec notre stratégie, qui est en fait de alimenter régulièrement son PER plutôt que de mettre un gros placement immédiat. Et la différence entre un PER et un PERCO, alors le PERCO est un PER, mais c'est un PER collectif qui est accessible uniquement depuis son entreprise. Donc c'est l'employeur qui met en place un PERCO pour ses salariés, qui a le même type de fonctionnement que le PER présenté ici, et qui en fait, le PER que je vous présente ici est un PER individuel, autrement appelé dans le jargon PER1. Merci Olivier, c'est ça qu'on s'y perd un peu parfois. Et alors du coup, il y a une deuxième question, et je sais qu'elle était déjà dans les sondages d'avant. Est-ce qu'on peut quitter du coup son Perco pour aller chez Caravelle? Alors, dans tous les cas, le PER est ce qu'on appelle un produit portable. Donc, on peut transférer son PER d'un fournisseur à un autre. Si son contrat a moins de 5 ans, ça a un coût de 1% du total sous gestion. C'est-à-dire que si on a 5 000 euros, ça nous coûtera 50 euros. Ce qui souvent, en soi, notamment pour passer d'une banque à un acteur en ligne comme nous, est un gain, parce que les frais sont 2 à 3 fois moins chers qu'une banque en assurance. Concernant les PERCO, il y a deux critères. Le premier, c'est si vous êtes encore salarié de l'entreprise et que votre PERCO est au sein de cette entreprise-là, vous ne pourrez pas le transférer. Et le deuxième élément, c'est que Caravelle ne fait pas de PERCO pour l'instant. Alors, du coup, Désolé, désolé, ouais, Sandy, on a commencé à entamer les questions. Et il y en avait une, du coup, qui m'avait été posée dans le sondage en avance, c'est justement un peu quelle part de ses revenus alloués un peu à la préparation de sa retraite en fonction un peu de son âge, si tu as quelques infos là-dessus, des moyennes constatées par exemple chez Caravelle ou globalement ouais. quelques chiffres là-dessus. Alors, il y a les chiffres constatés par nos clients et il y a les recommandations qu'on leur fait. Alors, dans la recommandation qu'on fait, c'est ce que je présentais tout à l'heure. Il est hyper important d'avoir prévu ses autres projets d'épargne. Donc, avoir une épargne de précaution, de savoir si on veut investir dans sa résidence principale ou non, de planifier tout ça. Si jamais c'est établi, donc c'est notre conseil qu'on fait, on recommande, nous, à nos clients, deux choses. De placer entre 3 et 5% de leurs revenus mensuels sur un PER, en considérant qu'ils ont une capacité d'épargne d'environ 15% de leurs revenus. Ça veut dire quoi? C'est que si on gagne 2 000 euros net, on a une capacité et qu'on a une capacité d'épargne d'environ 300, ça veut dire pouvoir placer 50 à 70 euros sur son PER tous les mois. Donc c'est le premier élément. Ça dépend évidemment de si on est marié, si on a des enfants, si on a un emprunt. Donc il y a pas mal de choses. C'est entre 3 et 5%, et c'est le considérer presque comme une logique de cotisation privée qui fait que voilà, tous les mois, j'ai 3% de mon revenu qui part. C'est comme ça, mais j'aurai une meilleure retraite demain. C'est le premier élément. Si je peux mettre 5%, tant mieux. Si je peux mettre que 2%, bon, c'est pas grave, moi je fais avec. Mais essayer d'abonder régulièrement. Le deuxième point, c'est que si on regarde une logique, donc ça c'est une logique de flux, et si c'est une logique de stock, donc le stock c'est les économies que vous avez déjà, nous on recommande entre 8 et 15% maximum de son épargne totale sur un PER. Et c'est pour ça que je reviens tout à l'heure sur le fait que le PER est un élément bloqué. C'est pas très grave parce qu'en fait, si on n'a que 10% ou 15% de son patrimoine sur un PER, c'est-à-dire qu'on a 85 ou 90% de son épargne qui est disponible pour subvenir à ses autres projets d'investissement ou à ses autres projets, à ses besoins tout au long de sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on permet vraiment de se dire le PER, c'est un très bon outil de fiscalisation qui fait que si on réinvestit ses économies d'impôt, c'est le meilleur outil de capitalisation pour sa retraite. Et même en complément, c'est pareil. Si jamais on a besoin à un moment donné d'un peu plus d'épargne, de réutiliser son épargne ailleurs, il n'y a pas d'obligation de versement comme c'est le cas avec d'autres produits. Donc on peut à tout moment faire les versements sur le PER pendant 1 an, 2 ans peut-être. Ça dépend de ce qu'on a besoin de faire, quoi. Et puis après de reprendre des versements un peu plus tard, quoi. Ouais, complètement. Et alors, Je rebondis sur la question de Sandy. Alors, nous, je pense que la réponse va être différente en fonction du type de PER que vous avez, du type de placement. Chez nous, Caravelle, on a une logique de diversification intrinsèque au PER et on veut que ça puisse vivre seul dans son coin sans que vous ayez à faire d'autres schémas. Ce qui fait que si vous placez 3 ou 5% sur le PER Caravelle, vous aurez une diversification
qui est induite dans le placement. Donc, vous irez un petit peu sur de l'immobilier, un petit peu sur des actions européennes, un petit peu sur des actions asiatiques, un petit peu sur des ETF, des obligations d'État, un petit peu sur du fonds euro pour du capital garanti, si vous vous rapprochez de la retraite, etc. Donc, ça, il peut vivre seul par rapport au reste. Si jamais vous êtes sur un autre PER d'un autre fournisseur, peut-être qu'il peut vivre tout seul de son côté également, à vérifier, à voir avec votre conseiller si c'est le plus pertinent pour vous et comment il est alloué, donc quels sont les fonds et les supports alloués. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Yes. Si vous en avez d'autres, des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Moi, j'en ai quelques-unes en stock sur la base des sondages au moment de l'inscription. Il y en a peut-être une qui peut être intéressante, qui peut concerner quelques-uns ici. C'est justement un peu dans le principe de préparation de la retraite. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles il faut être vigilant par rapport à la préparation de sa retraite? Je pense notamment à ceux qui sont indépendants, entrepreneurs, qui ont vécu des périodes de chômage, ce genre de choses. À quel moment il faut se dire, ah, attention, là, je rentre dans une période où je vais moins bien préparer ma retraite et il faut peut-être que du coup, je fasse un effort d'épargne supplémentaire ou autre. Alors, évidemment, il y a le cas quand on est indépendant, qui dépend énormément du type de statut qu'on a en tant qu'indépendant. Il y a tout un sujet autour de l'optimisation du revenu des indépendants, avec toujours cet arbitrage de se dire, est-ce que je gagne plus aujourd'hui, mais je cotise moins, ou est-ce que je cotise un petit peu plus et donc je gagne un petit peu moins, mais j'aurai une meilleure sécurité demain. Donc ça, c'est un choix très individuel, on va dire, en sachant que certains vont dire, bah, moi, je préfère me rémunérer en dividende. Si je suis dirigeant de SASU, par exemple, ou de SAS, je peux être assimilé salarié et me verser un salaire et donc cotiser à la retraite de façon aisée, ou je peux me rémunérer en dividende seulement et gagner peut-être un petit peu plus parce que j'ai pas de charge sociale ni rien. Par contre, j'ai pas de cotisation. Et donc, il y a ce chemin de crête à sélectionner qui est propre à chacun en fonction de ses situations. La seule condition où on ne cotise pas pour la retraite, c'est si on est dirigeant de SASU ou de SAS ou de SA et qu'on se rémunère uniquement en dividende. Si on se verse un salaire en tant qu'assimilé salarié, on cotisera. En tant que micro-entrepreneur, on cotise, même si on gagne que 5 000 euros de revenus annuels. Okay. Donc voilà. Et pour l'étranger, il faut vérifier dans le pays dans lequel vous avez travaillé, parce qu'il y a souvent des conventions de partenariat entre les systèmes de retraite pour que les cotisations que vous avez effectuées à l'étranger puissent être redevables ou recevables plutôt dans le système français. Et donc, c'est des contrats bipartites, donc entre la France et le pays dans lequel vous êtes. Il faut se renseigner parce que ça, à chaque fois, des cas très spécifiques. Je sais que dans les pays de l'Union européenne, c'est hyper fréquent et on en a avec 95% des pays. Je crois qu'il y a 26 conventions bipartites sur les 27 ou 28 aujourd'hui, je ne sais plus, pays de l'Union européenne. Par contre, si c'est dans d'autres pays que l'Union européenne, il en existe, mais ce n'est pas automatique et donc il faut se renseigner là-dessus. Et ça dépend aussi du type de contrat que vous avez. Est-ce que vous étiez en contrat d'expatriation, contrat français expatrié, où là, les conditions sont très différentes que si c'est sous un contrat local. Et donc là, ça va être à voir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que souvent, ce qu'on constate, c'est que les capacités d'épargne des expatriés est plus forte que celle des Français. Et donc là, elle va mettre mieux de côté. Le fait est que si vous n'êtes pas résident fiscal français, vous ne pourrez pas souscrire au PER ou à d'autres types de produits propres à la fiscalité française, sauf si vous avez anticipé et que vous avez souscrit des produits de ce type-là avant votre départ. Merci effectivement Olivier là, pour la partie un peu indépendant et pour l'étranger. Il y avait alors une question un peu avant sur l'assureur qui est utilisé par Caravel. Aujourd'hui, on travaille avec Apicil. On a fait un benchmark, donc un benchmark, anglicisme, une analyse un comparatif de 12 assureurs. Et on a sélectionné Apicil pour 3 raisons. Un, parce qu'il nous permettait de proposer un contrat 100% digital. Donc, vous pouvez souscrire, gérer tout en ligne, sans avoir de conseiller à faire. Donc, vous pouvez modifier le montant de vos versements mensuels, par exemple, en un clic. Vous pouvez stopper vos versements en un clic. Vous pouvez poser des questions en un clic. Enfin, tout est gérable en ligne. C'est la première condition sine qua non. La deuxième condition sine qua non, c'était une tarification compétitive. Donc, on est 2 à 3 fois moins cher
que les banques et assureurs classiques. On ne prend pas de frais de versement, donc tout ce que vous placez pour votre retraite est investi pour votre retraite. Et donc, ça a des gains significatifs. Hein, c'est à peu près 7 500 euros sur 25 ans qu'on fait économiser à nos clients là-dessus. Et ces 7 500 euros permettent de générer jusqu'à 13 500 euros d'intérêts composés supplémentaires. Donc, si on cumule les deux, c'est à peu près 25 000 euros par rapport à une banque et une assurance qui est non négligeable. Alors, c'est sur du long terme, c'est difficilement mesurable et palpable au moment du choix, mais c'est extrêmement clé de l'avoir en tête. Donc, c'est cette tarification compétitive qui était le deuxième point clé pour nous. Et le troisième pilier sur lequel on a vraiment regardé, c'était l'univers d'investissement pour qu'on puisse être en capacité justement d'investir sur des projets bas carbone, sur des entreprises considérées comme durables, en tout cas qui ont un engagement fort à ce sujet. Et donc, sur notre philosophie d'investissement, il y avait plus de 1033 fonds disponibles chez Apicil au moment où on a ouvert notre contrat. Et sur les 1033, on a établi nos grilles et nos filtres. Et il restait plus que 50 fonds, une cinquantaine de fonds qui correspondaient à nos critères et à notre exigence extra-financière, donc sur le côté durable, sociétal et environnemental. Et c'est au sein de ces cinquantaines de fonds qu'on a fait nos portefeuilles d'investissement pour qu'ils soient diversifiés et engagés. Alors, du coup, il y a une question. Je te fais la question si tu veux. Je te lis les questions comme ça. Je vais les ordonner un petit peu. Est-ce que vous gérez du coup le transfert d'un PER d'une banque classique vers Caravelle? C'est ce que tu as déjà répondu un petit peu, il me semble. Oui, on le gère. Par contre, on le gère que pour nos clients. C'est-à-dire que malheureusement, on a encore la nécessité de faire souscrire un client chez nous, et donc avec 500 euros minimum d'investissement, pour qu'ensuite il puisse faire la demande en ligne sur sa plateforme. On essaie de pareil de changer ça. Mais voilà. Donc, étape 1, vous souscrivez un contrat chez nous. 2, en un bouton, vous mettez votre document sur notre plateforme et on s'occupe de transférer. Ça prend entre 3 et 5 mois quand même. Hein. C'est pas instantané, en sachant que les banques et assureurs sont assez réticents à transférer ces fonds-là. Sachant, ouais, pour donner un peu de partage un peu mon expérience personnelle, c'est assez classique quand on transfère, que ce soit un PER, un PEA ou une assurance vie, ce délai de 3 à 5 mois, je l'ai vécu plusieurs fois pour mon PEA. C'était à chaque fois la même croix à la bannière, avec des gens qui ne veulent pas forcément de bonne volonté au moment de partir. Mais c'est assez classique. Il y avait une autre question sur la logique de stock 15 à 20% que tu évoquais tout à l'heure, peut-être pour réexpliquer un peu qu'est-ce que tu mettais derrière la logique de stock et le PER par rapport au PER de Caravelle, ou au PER tout court d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors dans la logique de stock, il y a 2 éléments à prendre en compte. La première élément clé, c'est se dire qu'on a au moins 3 à 6 mois d'épargne de précaution de nos dépenses. Et une fois qu'on a mis ça de côté, qui peut être placé sur un compte courant, un livret A ou un assurance vie ou comme vous voulez, derrière, il en est qu'est-ce qu'on a de nos économies disponibles. Donc quand on parle de l'économie disponible, c'est des investissements sur nos livrets, nos comptes courants, notre assurance vie, etc. Donc c'est l'ensemble du liquide, si on peut appeler ça comme ça, disponible. Et donc sur cette totalité-là, nous on recommande entre 10 et 15% de ce stock, de cette liquidité sur un PER. Ça dépend de 2 choses. Ça dépend, évidemment, de votre âge. Si vous avez 30 ans, on vous recommandera plutôt 10. Si vous avez 65 ans ou 60 ans, on vous recommandera plutôt 15 ou 20. Donc ça, c'est très relatif à la situation dans laquelle vous êtes. Et j'ai perdu mon fil de pensée parce que je lisais la question suivante en même temps. Donc, je parlais du stock. Tac. J'ai perdu mon fil de pensée, pardon. Non, c'était assez clair le fait de dire voilà, en fonction de son âge, on met pas le même stock dans sa poche, on va dire PER, qui est spécifiquement dédié à la retraite, et plus on s'approche, plus il faut que cette poche soit importante. Ça, c'était assez logique. Une question, et je pense que je peux répondre. Le contrat que tu dois signer chez vous, donc chez Caravelle, pour transférer le PER, et ben, c'est un PER aussi, et je crois que c'est oui. C'est bien ça l'idée, que ce soit en fait, on ouvre un contrat qu'on puisse du coup réinjecter après le précédent dedans. Et puis une question d'Amandine, le capital de Caravelle est-il ou sera-t-il un jour ouvert à ses clients? C'est une bonne question, ça, je n'ai pas pensé. Et alors, il ne l'est pas aujourd'hui, et c'est en réflexion. On a demandé à nos clients si c'était intéressé pour le faire.
Donc, en cours de réflexion. Très bien. En tout cas, si c'est le cas, je n'hésiterai pas à relayer moi dans la newsletter. Je pense que ça intéressera certains aussi de mes abonnés. Et je vois une question de Sandy. Alors, une complémentaire retraite est facultative. Non. Connaissez-vous l'impact de la réforme sur les femmes? Car j'ai bien compris ce que les médias ont choisi de transmettre comme info. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, Ah. Olivier. Alors, c'est assez long. Tac, tac, tac. On a un article dédié. Je vais vous partager. Parfait. Sinon, je pourrais après l'envoyer aussi en récap dans le mail. Et oui, l'impact est assez fort pour les femmes. J'ai plus tous les éléments en tête là-dessus, mais c'est vrai que en fait, il y a plusieurs choses qui ne sont pas prises en compte, notamment le fait que déjà, il y a un écart de pension de retraite des femmes de 40% avec un homme, donc ce qui est assez conséquent, notamment parce que ça ne prend pas en compte justement les sauts de carrière que les femmes subissent. Alors, je ne sais pas si subir est le bon mot, mais liés justement à des congés maternité ou des choses de ce type-là. Et ça ne prend pas du tout en compte justement les spécificités qui sont liées à ça. Donc on sait par exemple que les femmes ont des carrières plus hachées, plus incomplètes, et c'est les femmes qui en font les frais. Et donc c'est pareil, il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes pendant la vie active, ce qui fait que ça impacte les taux de cotisation et donc la pension qu'on touchera. Et c'est des éléments sur lesquels l'État, en tout cas le gouvernement, n'a pas du tout, ne s'est pas du tout penché. Ouais, et je vois que du coup, Sandrine dit, je suis étonné, il y a pas mal de femmes dans ce webinaire. Effectivement, il y en a pas mal. J'étais un peu surpris aussi au moment de l'inscription. Il y a un joli public féminin, mais tant mieux, parce que je pense qu'effectivement, à la fois le sujet de l'investissement et à la fois le sujet de l'investissement responsable et de la préparation de la retraite doit être pris en compte justement et doit être favorisé justement auprès des femmes. Donc, Ouais, tout à fait. je suis ravi. Ça change des publics masculins. Nous, on est ravis aussi, et c'est vraiment un de nos. Le mot combat est un peu fort, mais quelque chose qu'on défend. On a d'ailleurs 60% de nos clients, enfin 58% de nos clients qui sont des clientes. Et ça, dans le monde de l'investissement, c'est extrêmement rare. Mm. Et donc, on essaie d'apporter le plus de solutions possibles et le plus d'éducation autour de ça pour pouvoir justement satisfaire aux spécificités des conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Et donc, on y travaille. C'est pas encore parfait, mais il y a pas mal de petites fonctionnalités qu'on est en train de développer à ce sujet. Top. Alors, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on a fait le tour des questions dans le chat déjà. Si vous en avez une, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est maintenant. Voilà, des commentaires, très bien. Ça, c'est... Voilà, écoutez, et je vais regarder si j'avais une dernière question qui était issue du sondage. Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour principalement. Eh bien, écoutez, sinon, s'il n'y a pas de dernière question, on va conclure. En tout cas, moi, j'ai été. Alors, allez, pile, voilà la dernière question de Jérôme qui tombe. Parfait. Est-ce qu'il y a un suivi régulier de la consommation carbone de l'investissement? Pas encore. C'est quelque chose qu'on a fait dans la sélection de nos plans, mais qui n'est pas encore visible pour nos clients. Et c'est quelque chose qui va être live, je n'arrête pas de faire les anglicismes, qui sera, qui sera disponible Disponible. à partir de septembre. Ok, top. J'aimerais regarder ça très vite. Et pourquoi c'est donc Caravelle? C'est une bonne question aussi. Caravelle, ça fait écho au bateau de Christophe Colomb. L'idée étant de vous proposer une solution qui vous amène vers de nouveaux horizons, celui de la retraite, celui du monde responsable, tout ça en ayant quelque chose qui soit sûr et qui donne cette inspiration un petit peu lointaine, mais belle. Voilà, on aimait bien la sonorité aussi, ça a beaucoup joué dans le nom. Très bien. Ouais, je l'aime bien, Caravelle. C'est facile. Facile à retenir en plus. Écoute, Olivier, merci beaucoup d'avoir partagé tes lumières sur la retraite aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre des choses pour ceux qui étaient connectés. Le replay, du coup, sera disponible très rapidement. Vous recevrez un mail.
Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Je ne sais pas si Olivier, tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Bah, non, non, bravo à tous de prendre 1 heure de votre temps sur ce sujet que souvent on fait l'autruche, on met sous le tapis. Clairement. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à vous inscrire à la newsletter Épinard ou aller faire un tour du coup sur le site de Caravelle. Je vous enverrai les liens juste après. Voilà, dans la newsletter, on va bientôt avoir des grandes nouvelles qui vont en sortir. Donc, inscrivez-vous. Ça va vraiment être sympa. Et puis, faites un tour sur le site de Caravelle. Allez voir les différents simulateurs pour bien comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre retraite, combien vous pouvez économiser en impôts, ce genre de choses, etc. Les simulateurs sont super bien faits. Je vous mettrai les liens peut-être aussi du coup dans le Ouais, petit mail de suivi. on a 3 simulateurs. On a un simulateur fiscal qui vous permet de comprendre quel est l'impact du PER sur la fiscalité de votre foyer fiscal. On a un simulateur de performance, donc savoir si vous mettez 50 euros par mois aujourd'hui, combien est-ce que vous aurez à la retraite. Et on a un simulateur aussi de combien vous devez placer aujourd'hui. Donc, imaginons que vous souhaitez avoir 2000 euros de revenus à la retraite. Et ben, en fonction de votre âge, on vous dit, bah voilà, il faut placer X euros par mois, et ce qui vous permet, et qui prend en compte en plus votre estimation de retraite d'État. Donc, ce qui fait que si vous avez 1200 euros de retraite d'État et que vous les souhaitez 800 euros, enfin, supplémentaires pour atteindre ces 2000, bon, on le prend en compte et du coup, votre effort d'épargne est réduit. Top. Franchement, ils sont vraiment très bien faits. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, du coup. Et puis on se retrouve très vite. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.